Sacchalinité, pharmacon, sacchalinité, rétention tertiaire, organologie, néganthropologie. Ce dont je vais vous parler, ce n'est pas spécifiquement de Carl Schmitt ou de Hans Blumenberg qui mériteraient à eux seuls de longues conférences, mais de la façon dont leur conflit sur la sécularisation va me permettre à moi d'introduire mon idée de la laïcité. Alors, dans la toute dernière phrase de Théologie politique 2, qui est écrite en 1969, enfin publiée en 1969, est une phrase latine. Stat pro ratione, libertas et novitas pro libertate. Cette phrase pourrait être une devise du capitalisme, du moins dans sa phase libérale d'après-guerre, d'après la Seconde Guerre mondiale, et dans sa phase néolibérale actuelle. Je vous en propose deux traductions. D'abord celle de Jean-Louis Schlegel, qui a traduit en français la théologie politique, qui dit « À la place de la raison, la liberté, à la place de la liberté, la nouveauté ». Et une autre traduction que j'ai faite à partir pour essayer d'être plus littérale, qui dit « La liberté tient lieu de raison et la nouveauté de liberté ». Cette phrase conclut la postface que Schmitt dédie à une lecture critique de la légitimité des temps modernes de Hans Blumenberg, qui est publié en 1966. La seconde édition, qui sera publiée en 1988, sera la base de la traduction française. Donc Blumenberg entreprend dans son ouvrage une négation scientifique de toute théologie politique, comme le dit Schmitt. Pour résumer de façon lapidaire, Blumenberg affirme, avec une documentation et un argumentaire à l'appui, que la doctrine du salut, se prétendant absolue, elle ne peut par conséquent être transposée au politique, qui lui est entièrement non absolu, dont toute absoluité est absente. Cela signifie également qu'il n'y a aucune nécessité dans le politique, qu'il est absolument contingent. Carl Schmitt, pour sa part, comme tous même ceux qui ne l'ont pas lu le savent souvent, affirme en ouverture du 3e article de Théologie politique qui est paru en 1922 que tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Les deux opinions sont diamétralement opposées, comme le seraient les deux termes d'une diade, pour parler avec Simondon. D'un côté, un conservateur patenté, Schmitt, dont le conservatisme libéral correspond très exactement à ce que Michel Kluskar va nommer un peu plus tard la social-démocratie libertaire, et qui tire du théologique tout ce qu'il peut en récupérer pour expliquer le monde moderne et contemporain. De l'autre, Blumenberg, une sorte de traditionnaliste des Lumières, qui explique le monde moderne comme une complète sortie des superstitions religieuses. Les deux ont, à mon sens, tout à la fois tort et raison. En effet, ils sont deux représentants de deux traditions opposées, l'un catholique et conservateur, l'autre catholique également d'origine juive et libérale. Se joue entre eux la vieille opposition des conservateurs et des libéraux. Blumenberg écrit son livre pour poser la philosophie des modernes comme légitime et entièrement nouvelle, et non comme répétition de la pensée des anciens. Il écrit contre l'affirmation de Schmitt, que je reformule ainsi: tous les concepts politiques modernes sont des concepts théologiques sécularisés. Donc dans Théologie politique 2, en 69, Schmitt prend en compte la critique de Blumenberg, et ce dernier reprendra en partie son texte pour la seconde édition qui sera faite en 88. Il y a également une correspondance, une quinzaine de lettres entre 1971 et 78, dont la traduction française n'est pas encore publiée. Elle montre un Schmitt défenseur d'une rethéologisation du politique, qui défend sa position avec beaucoup moins d'élégance que dans ses textes académiques.
et un Blumenberg souhaitant conjurer toute forme d'absolutisme. Leur conflit a donc été conséquent et fondamental. Ils sont, je crois, irréconciliables. Ces deux termes de la diade tendent vers les deux positions traditionnelles, qui sont deux positions idéologiques nommées habituellement le conservatisme et le libéralisme. De chaque côté, des figures archétypales. Pour le conservatisme, l'aristocratie et le clergé. Pour le libéralisme, la bourgeoisie. Le peuple, lui, est ailleurs, en deçà ou au-delà, comme on voudra. Il est absent de ce découpage, car ce découpage ne concerne que ceux qui disposent du pouvoir à un moment de l'histoire. Or, le peuple a toujours été dépossédé du pouvoir, sauf en des cas particuliers et pour des durées très limitées. Je peux citer quelques exemples, la Commune de Paris, les soviets en 1905 et 1917, les conseils de soldats en Allemagne entre 18 et 19, avant l'instauration de la République de Weimar. Cette opposition est un jeu de forces contraires. Les deux termes de la diade sont des idéalités, sans aucune réalité concrète. Un conservatisme absolu d'un côté, un libéralisme absolu de l'autre. Nos auteurs, quant à eux, n'occupent pas les positions terminales de la diade, mais représentent les forces opposées qui tendent vers ces idéalités pures. Il y a une tension qui est montrée par la double flèche vers l'extérieur, les extérieurs de l'écran. Ils sont tous deux sur des positions intermédiaires, chacun argumentant pour sa chapelle. La situation du monde moderne découle pour l'un de la sécularisation, c'est-à-dire du passage des schémas du théologique dans le politique. Pour l'autre, le monde moderne naît du surgissement de la nouveauté, de la coupure du lien avec les anciens. Les deux modèles sont antithétiques. Le conservatisme autoritaire d'un État au pouvoir absolu, défendu par Schmitt, rencontre le libéralisme scientiste et potentiellement libertaire de Blumenberg. L'explication théologico-politique du monde moderne rencontre une explication déthéologisée, purement mondaine et humaine, évacuant toute transcendance. Il va sans dire, tout du moins ici, que c'est la composition des deux qui fait le réel. Ils ont tous deux, et je dis, raison et tort. Si on adhère à l'idée qu'une approche du réel parmi d'autres fait découler sa constitution de la composition des positions conservatrices et libérales, il est clair que les deux théories ne peuvent ni avoir totalement tort, ni avoir totalement raison. Il paraîtrait logique, afin de s'approprier plus facilement, s'approcher plus facilement du réel et de pouvoir le décrire avec moins d'inexactitude, de retirer ce qu'il y a de plus conservateur chez Schmitt et ce qu'il y a de plus libéral chez Blumenberg. Malheureusement, les choses sont plus complexes. Je résumerai cette complexité d'une phrase simpliste que je vais essayer d'expliciter par la suite. Les libertés ne sont possibles que parce qu'il y a sécularisation. Et cette sécularisation, nous ne savons pas exactement ce que c'est, car nous n'en sommes pas encore sortis. Dans son livre « La querelle de la sécularisation », Jean-Claude Monod écrit en ouverture de sa préface « Nous ne savons pas ce que signifie sortir de la religion. Nous ne le savons pas, en ce sens, et pour cette raison, que l'expérience historique qui peut être désignée comme sortie de la religion n'est pas close. Cela veut dire que nous sommes encore déterminés par des croyances intellectuelles, morales, juridiques, politiques, j'ajoute économiques, des conceptions de l'être et de l'humain qui proviennent de l'interprétation chrétienne ou judéo-chrétienne du monde. Il faut s'inspirer, je crois, de la phrase de Nietzsche qui rend raison des difficultés que nous rencontrons avec la sécularisation. Tous les concepts dans lesquels se récapitule sémiotiquement un processus dans son ensemble échappent à la définition. Seul est définissable ce qui n'a pas d'histoire. Nietzsche parle du châtiment quand il formule cette phrase. Il est difficile de donner une définition simple et concise de la sécularisation puisque son sens évolue au fil des âges. En un siècle de juridique, transfert de biens d'une Église à l'État
ou retour à la vie laïque d'un prêtre, elle devient politique. Pour Jules Ferry, l'enseignement laïque continue la sécularisation de la société. Par la sécularisation de l'école, et de ce fait devient laïque. Il y a confusion entre sécularisation et laïcité, ou du moins, la pensée porte à croire que la laïcité serait comme l'achèvement de la sécularisation. J'ai dit que Jean-Claude Monod affirme avec raison que la séquence historique de la sécularisation n'est pas terminée, ce qui pourrait mener à penser que la laïcité n'a pas encore émergé. Cela serait une erreur. Pour Jules Ferry, la laïcité n'est qu'une phase de la sécularisation qu'a apporté la modernité. Ce faisant, il imagine une tradition séculière contre la tradition religieuse. Il le dit lui-même, aujourd'hui, nous venons suivre cette tradition. Ce qu'il fait s'appelle créer ou perpétuer une idéologie, en l'occurrence l'idéologie républicaine. Dans la pensée de Jules Ferry, aussi bien que dans celle de Carl Schmitt, la sécularisation est passée du statut d'un processus historique que l'on peut constater et étudier à celui d'une tradition qu'il s'agit de continuer, de défendre ou de combattre. C'est une position conservatrice au sein du libéralisme. Je dirais, pour ma part, que la sécularisation ne prend pas racine dans la modernité, mais dans l'Empire romain. Au moment où l'Église chrétienne se constitue séparément de l'État impérial. Il y a une épaisseur religieuse, juridique, politique et économique qui constitue le processus de sécularisation. Ce processus masque des évolutions politiques et sociales, théoriques et pratiques, dont la multiplicité est niée par ce mot unique. Et ce mot unique qui les désigne finalement toutes sans spécifier leur particularisme. Si nous pouvons définir, malgré Nietzsche, ce qu'est la sécularisation, c'est pour en donner une définition appauvrie, univoque souvent, ou alors contradictoire, qui ne rend pas compte de la richesse du processus qui a constitué cette notion ou ce concept. On peut dire par exemple que la sécularisation est amorcée par la séparation de l'Église et de l'État. Je dis bien amorcée et non achevée. Or, cette séparation, cette schisme, se met en place avec l'Église chrétienne dans l'Empire romain. Cette dernière se constitue à côté de l'État, comme un État séparé en fait. De ce fait, la religion quitte la vie des Romains, où chaque acte de la vie quotidienne était un acte sacré, entraînant la satisfaction ou le mécontentement de tel ou tel dieu, pour rejoindre une position extérieure et hiérarchiquement supérieure. Avec la mise en place de l'Église chrétienne, quelque chose s'achève. Ce quelque chose est ce qu'on a appelé plus tard une religion civile. La religion civile est le lien social et politique d'une population, comme celle d'Athènes ou de Rome. À Rome, ça se nomme la religio romana. Et cette religio n'est pas la religion que nous connaissons, car elle comporte un aspect politique fort qui a disparu de la religion chrétienne en tant que religion et pas en tant qu'Église constituée, qui devient uniquement lien social, qui s'approprie le lien social qui appartenait avant aux politiques. Je ne dis pas que l'Église n'est que sociale. Elle a évidemment un rôle politique très important dans l'histoire, en tant qu'Église, pas en tant que religion. Cependant, la religion qu'elle prône, l'Église chrétienne, a privé le politique de la capacité de faire du lien social depuis que Lactance, en 197, a modifié l'étymologie de religio pour l'attacher à religare, relier. La question de ce qui fait lien dans une population est passée du politique à la nouvelle religion et ne se développe pas comme partie intégrante de l'Empire, mais comme institution séparée.
Ce sont les deux cités d'Augustin, par exemple, celle de l'homme et celle de Dieu. Ou celle d'Abel et celle de Caïn, c'est aussi dans le texte de la cité de Dieu. La séparation est donc mise en place par l'Église. C'est cette fondation qui autorise la sécularisation, c'est-à-dire la mise à distance progressive du religieux par rapport au monde. J'ai dit religieux, on devrait dire de l'ecclésial. C'est-à-dire la mise à distance progressive de ce qu'on a appelé le monde et le spirituel, si vous voulez. Alors, c'est cette séparation qui va créer les positions et fonctions sociales antagoniques de clercs et de laïcs, de spirituels et de mondains, de religieux et de séculiers, de théologiques et de politiques, de sacrés et de profanes, de croyants et d'incroyants. Les forces antagoniques qui tirent chacune dans des sens opposés créent un espace entre elles, un espace qui ne pourrait pas apparaître sans les tensions que l'on nomme sécularisation. Cet espace est celui de la laïcité. Et on voit bien que nous pouvons être, chacun de nous, le résultat de positions antagoniques, de contradictions, tout simplement. De la sécularisation comme tension tolérée et conflictuelle entre le théologique et le politique naît la laïcité. Cette laïcité n'est pas la sécularisation puisqu'elle est la sortie conflictuelle, puisque la sécularisation est la sortie conflictuelle du monde gouverné par les institutions religieuses, tout en conservant des structures sacrées. Dans ce qu'on appelle le mondain, les institutions de l'État sont, la justice, la police, la monnaie sont sacrées. La laïcité n'est pas non plus la tolérance, car cette dernière fait coexister des communautés préétablies. C'est la société multiculturelle telle qu'elle est pratiquée dans les pays anglo-saxons. Enfin, la laïcité ne se réduit pas à son étymologie conflictuelle, le laïcisme, étant donné que ce dernier est une posture anticléricale, celle du laïc posé par le clerc comme son autre et son subordonné. Avec la laïcité, il ne s'agit pas de poser la question de la lutte. La lutte s'est faite en amont, avec la sécularisation. Et dans le combat laïciste républicain en France, par exemple. Mais il s'agit de poser la question des conditions de possibilité de l'émancipation, en proposant la laïcité en tant que pratique ouvrant un espace d'émancipation. Cet espace laïque ne se met pas en place comme espacement, comme je m'embrouille tout seul. Cet espace laïque se met en place comme espacement, comme ouverture. C'est la séparation opérée par les forces opposées mises en œuvre dans le processus de sécularisation. Une ouverture sur le modèle de la clairière de Louvaire, de Heidegger, comme apport de lumière dans l'ombre de la forêt. Ouverture, dégagement de la clairière en vue d'un habité. Et cet habité, avec cet habité, il ne s'agit pas de combattre, c'est-à-dire de mourir. Il s'agit de vivre, il s'agit d'être avec l'autre. Cet espace est gagné sur la tradition qui le précède, grâce au processus de sécularisation qui le rend possible. Une fois établi, par l'histoire des luttes qui le précèdent, ce n'est pas ou ce n'est plus un espace d'opposition, mais un espace permettant une liberté de pensée, affranchi des cadres conservateurs dans lesquels nous vivons et avons été élevés. Bien souvent, ce geste de sortie se produit contre ce dont la sortie est tentée, tout contre. Toutefois, cet espace de pensée n'est pas possible si l'on reste sous la coupe de la tradition, si nos épaules ne sont pas allégées, au moins en partie, de la charge du dogme, qu'il soit religieux, politique, économique, moral ou traditionnel. Cet allègement est le travail de la mondanisation dans la sphère métaphysique, de la sécularisation
dans le champ de l'histoire. Cette lutte nous délivre, au moins en partie, de la prescription morale, au sens où la morale est ce qui permet d'orienter l'action. Elle nous délivre des interdits dont la dernière limite explicative est la foi. Quand à la question « pourquoi ?», il ne peut être répondu que parce que c'est écrit, ou parce qu'il en a toujours été ainsi, ou parce que c'est la tendance du marché. La laïcité, c'est donc l'ouvert, comme territoire vierge, mais pas au sens de la forêt vierge. La main de l'homme produit cette ouverture, en mettant en œuvre la séparation, en dégageant la clairière, donc avec des outils. Il s'agit de la constitution technique d'un milieu associé. Cependant, et pour filer la métaphore, la superficie et la forme de la clairière dépendent de celui ou de ceux qui la taillent dans la forêt des traditions. Elle n'est donc pas vierge d'idéologie ou de croyance, et ne peut pas l'être. La laïcité a une visée émancipatrice, il dit. Et c'est dans la clairière, comme ouverture, en tant que séparation, que cette émancipation peut éventuellement advenir, comme localité. La laïcité est l'ouverture d'une localité sociale constituée de manière spécifique, avec des traits comme l'ouverture à l'autre, la bienveillance, la protection de la liberté de conscience et d'expression. C'est un lieu, l'ouvert est un lieu, une localité, et en même temps c'est un espace, c'est une relation entre des lieux, qui permet à chacun d'exprimer de la manière qu'il souhaite, soit la répétition d'une tradition, la sienne ou une autre, soit sa remise en cause. La particularité de cette expression est qu'elle n'est pas soumise au jugement d'une tradition, ni aux sanctions destinées à ceux qui transgressent telle ou telle tradition. Dans le cadre de la laïcité, il ne peut y avoir de sanctions morales, mais l'on reste soumis aux lois mondaines, en France, à la loi de la République. Le spirituel n'est pas l'ennemi, n'est pas un ennemi, mais il n'est pas non plus la seule explication valable concernant les phénomènes naturels ou sociaux. C'est là, au sein de cet espace laïque, que peut être remise en cause la validité universelle du spirituel. Cette possibilité n'est pas une obligation, elle n'est pas contrainte et a pu servir à remettre en cause toutes sortes de traditions, mais principalement celles de nature religieuse ou morale. La laïcité est un lien social qui permet à toutes les croyances de coexister, non parce que ces dernières sont reléguées dans le champ psychologique, mais parce que chacun est conscient que leur expression doit être respectée sans qu'elle soit nécessairement imitée. Chacun peut exprimer ses croyances, mais personne n'est tenu de les adopter. Dans le même temps, puisqu'il y a réciprocité, il ne peut y avoir de prosélytisme, car les croyances qui sont nôtres ne doivent pas être imposées à autrui. Par conséquent, dans un environnement laïque, l'expression des croyances n'est pas une façon de recruter de nouveaux fidèles. Et cette attitude vaut pour tous les champs, religieux, économiques, politiques, morales, traditionnels. Cette attitude laïque pourrait rendre l'idéologie inopérante, puisque par son usage, les croyances ne peuvent pas être imposées, que ce soit par la contrainte, par la persuasion ou la manipulation. Dans une société laïque, nous ne serions pas les victimes plus ou moins consentantes du management ou du marketing, qu'ils soient entrepreneuriaux ou théologiques, qu'ils soient mondains ou spirituels. Mais cette société laïque est un idéal. Elle serait un des termes de la diade, composée de la communauté laïque à une extrémité et de la communauté pleinement idéologique de l'autre, celle qui n'a pas connu de processus de sécularisation, la société absolument traditionnelle. C'est à partir de cette diade que nous devons penser la société réelle comme occupant une position intermédiaire entre ces deux termes, ou extrémité ou extrême, ou pour le dire autrement, ces deux idéalités. Une société étant une individuation psychique et collective, une communauté avec des attendus qui lui sont propres, club de rugby, syndicats ou ouvriers,
famille, partis politiques, sociétés savantes, communautés religieuses, nations, etc. Chacune d'elles, chacune de ces sociétés est à disposer entre les termes de la dyade selon des critères permettant de déterminer si elle tend plus vers le laïque ou vers la tradition. Il y a aussi une tradition de la laïcité qu'il convient de ne pas oublier dans un supposé inconscient collectif, afin de ne pas recréer un inconscient qui ferait reposer la société sur un antéprédicatif. Il n'y a pas une essence de la laïcité qui se cacherait sous la production de la société à tendance laïque, tout comme il n'y a pas une essence de la tradition qui serait au fondement de la société traditionnelle. Dire que les deux termes de la dyade sont des idéalités, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune réalité, mais servent de limite idéologique à une réalité qui se situe quelque part entre eux, comme résultante des deux tendances, comme équilibre métastable entre deux ensembles de forces contraires. Cette opposition entre le traditionnel, le religieux, la morale, l'idéologique, et ce qui le remet en cause de façon radicale, est la relation des deux termes, la composition des forces, dont l'équilibre temporaire crée des métastabilités politiques, sociales, morales ou économiques. Le traditionnel compose avec le laïque, et inversement. Contre le jeu des tendances, l'absolutisation des termes, c'est-à-dire des extrêmes. Du côté de la laïcité, l'émancipation tend vers l'absolu, tout comme la tradition, en tant que terme de la dyade, tend vers la coercition absolue. Ces deux lignes de fuite tendent chacune vers l'infini, ouvrant entre elles l'espace résultant de leurs forces de traction contraires. Dans les deux sens se dessinent des pays imaginaires, l'un de la tradition parfaitement respectée et inculquée, sans éléments perturbateurs, un monde clos, déjà mort. De l'autre, celui de la pure émancipation, sans la moindre trace de règles, de sédimentation morale, d'histoire politique, un monde sans organisation, donc sans vie. Ici, la contradiction est le jeu entre les termes, pour laisser place à tout ce qui les sépare, à tout ce qui remplit leur séparation. Ici, la tension entre les positions contradictoires maintient l'écart, l'ouvert, dans lequel nous pouvons exister avec nos contradictions, oscillant entre tradition et émancipation, entre conservatisme et libéralisme. Et évidemment, si les conditions, les forces changent, la métastabilité est détruite ou change. Donc, les choses peuvent évoluer. Chacun de nous appartient à un nombre indéfini d'individuations psychiques et collectives, de sociétés ou de communautés. Ces dernières se mêlent en nous tout au long de notre vie, et la mienne, résultant de la complexité de mes différentes individuations psychiques et collectives, n'est pas exactement la même que celle de mon voisin, ni même que celle d'un membre de ma famille ou d'un ami proche. Nous avons tous une histoire individuelle qui se tisse au sein de plusieurs collectifs, par la manière dont nous vivons des relations spatiales et temporelles qui se constituent de façon différenciée. En conséquence, la communauté laïque n'existe pas et reste un idéal posé au loin comme désirable, mais dont la réalisation serait tout aussi néfaste que la réalisation d'une société absolument traditionnelle. Je vous remercie.